On l'attendait tous, c'était inévitable, Joker Folie à deux est la suite du phénomène cinématographique de 2019. Après un succès colossal qui a fait vibrer le monde entier avec un Joaquin Phoenix au sommet de son art, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, cette suite avait des attentes énormes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a eu? Un film qui semble avoir pris ses attentes, les avoir déchirées en petits morceaux et les avoir jetés par la fenêtre. Parce que ce que Todd Phillips nous propose ici, ce n'est pas une suite grandiose. Non, c'est une réécriture, une sorte de cours magistral pour nous réexpliquer encore et encore ce que Joker 1 avait déjà dit. Tout ce qui faisait la force de Joker 1 semble avoir été dilué. Je suis Ludo du Ludoverse et aujourd'hui on va plonger ensemble dans ce qu'est Joker 2, analyse, critique, avec et sans spoiler, je le préciserai. On va se demander pourquoi ce film existe alors que Joker 1 semblait destiné à être un one-shot. On va décrypter une fin qui va sans aucun doute faire grincer les dents, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et enfin, on va s'interroger sur les suites potentielles. Est-ce que le Joker 2 ouvre la porte à un Joker 3 ou bien tout cela s'arrête-t-il ici? Prenez une bonne tasse de thé ou de café, car aujourd'hui on ne va pas se contenter de survoler le film, non, on va disséquer ce projet en profondeur. J'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers d'Arthur Fleck, du Joker, de Harley Quinn et de Joker 2 Folie à deux. Let's go! Avant d'aller plus loin, faisons un petit rappel de la fin du premier Joker. Dans le dernier acte de Joker 1, on voit Arthur Fleck qui, après avoir complètement embrassé son identité de Joker, assassine en direct le célèbre présentateur de télévision Murray Franklin, joué par le légendaire Robert De Niro. Ce moment marque le basculement définitif de Fleck en tant que Joker, et suite à cet acte, des manifestations massives éclatent dans la ville de Gotham, transformant Arthur en véritable symbole pour les laissés pour compte de la société, ceux qui sont ignorés par le système et ceux qui rejettent les élites et les riches. Mais tout cela se termine naturellement mal pour lui, parce que Arthur Fleck est arrêté et interné à l'asile d'Arkham pour une série de meurtres, dont celui d'un de ses collègues de travail, ainsi que de 3 employés de Wayne Enterprises. Désolé pour l'accent anglais d'ailleurs. On le laisse derrière les barreaux avec la promesse d'un avenir incertain. Et c'est là que Joker 2 commence. Ce deuxième film reprend l'histoire à un moment où Arthur doit affronter son procès judiciaire. On suit l'évolution de ses personnages et de ses relations dans un cadre encore plus oppressant, donc l'asile d'Arkham, forcément. Et l'enjeu principal, voir s'il parviendra à s'en sortir ou si sa folie sera la raison de sa chute finale. Et c'est au cœur de cette institution publique qui va faire la rencontre d'une femme qui semble être la seule à vraiment comprendre, Lee Quinzel, alias Harley Quinn. Une relation qui, vous vous en doutez, va devenir centrale dans l'histoire. Du coup, quel était le but de ce projet Joker 2? Eh bien, Joker 2, c'est un projet qui est apparu, on aurait pu croire, un peu de nulle part ou presque, parce que personne ne s'attendait à une suite après le succès incroyable de Joker 1. Ce film qui, on le rappelle, avait un budget relativement modeste de 60 millions de dollars, a littéralement explosé le box-office, engrangeant plus d'1 milliard de dollars à l'échelle mondiale. Il est même devenu le film R-rated, donc celui qui est interdit, c'est les films interdits au moins de 17 ans aux États-Unis, le plus rentable de tous les temps pendant 5 ans, jusqu'à ce que certains personnages comme Deadpool et Wolverine apparaissent et lui retirent sa place sur le trône. Et à l'époque où Joker 1 est sorti, eh bien Todd Phillips, le réalisateur, il avait pourtant clairement dit que Joker 1 était censé être un one-off, donc un film unique sans suite prévue, mais avec des chiffres aussi impressionnants. Il est difficile d'imaginer que le producteur Warner Brothers n'ait pas insisté pour qu'une suite voie le jour. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Mais attention, il était hors de question que pour Todd Phillips ou Joaquin Phoenix de simplement copier le premier film. Ils ne voulaient pas refaire une copie de Joker 1 et pour se démarquer, ils ont choisi de s'attaquer à des thèmes nouveaux ou du moins différents de ceux qui avaient été déjà explorés dans le premier film. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de faire une comédie musicale. Oui, vous avez bien entendu, une comédie musicale, et apparemment cette idée serait même venue à l'origine de Joaquin Phoenix lui-même. Et vous comprendrez bien donc que Joaquin Phoenix très rapidement accepté de reprendre son rôle de Joker. Dans plusieurs interviews, Todd Phillips il a d'ailleurs confié qu'ils étaient tous les deux tombés amoureux du personnage d'Arthur Fleck dès le tournage du premier volet. Et même si l'équipe n'avait pas parlé ouvertement d'une suite lors des interviews, ils avaient déjà discuté de l'idée pendant le tournage du premier film, mais bien sûr à ce moment-là, personne ne savait si le film serait un succès ou non, donc il valait mieux garder le secret pour soi jusqu'à ce qu'on voit les résultats finaux du film. Et donc pour cette suite Joker 2, pour la compléter, ils ont fait appel à Lady Gaga pour jouer Lee Quinzel, alias Harley Quinn, ce qui représente donc une grande nouveauté dans cet univers vu qu'on n'en avait pas eu. Et nous voilà donc en octobre 2024 avec la sortie de Joker 2, un film qui, pour le moins, perturbe et surprend, mais cette suite parvient-elle à se hisser à la hauteur de son prédécesseur?
C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Parce que oui, attaquons-nous à la partie critique et surtout au plus gros problème de Joker 2. Parce que oui, son plus gros problème, et il est difficile de passer à côté, c'est qu'il défait en grande partie ce qui avait été brillamment réalisé dans Joker 1. Là où le premier film avait réussi à établir des thèmes puissants et marquants, Joker 2 semble les oublier ou les passer sous silence d'une certaine manière. Dans Joker 2, le film se concentre toujours sur le Joker, bien sûr, mais ce n'est plus vraiment le Joker qu'on connaît, on revient plutôt sur le personnage d'Arthur Fleck et sur sa psyché pour causer des questions comme est-il vraiment fou? A-t-il un dédoublement de personnalité, etc. C'est des thèmes intéressants, mais qui avaient déjà été abordés d'une certaine manière dans le premier volet. Dans Joker 1, Arthur Fleck, c'était un homme brisé, mis de côté par la société qui, après avoir subi de terribles violences, a fini par craquer et embrasser sa nouvelle identité de Joker. Ce basculement, ce passage où il pense soudain détenir un pouvoir grâce à son costume et son maquillage, est ce qui faisait toute la force du premier film. Il représentait une certaine critique même du super-héros, on peut le dire d'une certaine manière, une sorte de réflexion sur le fait que, masque ou pas, on reste la même personne à l'intérieur. Mais dans Joker 2, au lieu de continuer à explorer ce personnage devenu Joker, le film semble déconstruire tout cela pour revenir à Arthur Fleck, le pauvre gars mis de côté, presque comme s'il n'était jamais devenu le Joker. En fait, c'est comme si on faisait un retour en arrière, presque comme si le premier film avait besoin d'être réexpliqué pour éviter tout malentendu. Ce qui représente, je pense, et vous serez d'accord sans doute avec moi, une approche frustrante, surtout pour ceux qui espéraient voir plus de développement concernant le Joker en tant que personnage en lui-même. Et c'est là qu'on arrive à un problème majeur, la partie critique sociale. Dans Joker 1, le film avait créé un véritable débat de société à l'époque. Le personnage du Joker, il était vu par certains comme une icône du peuple, représentant ceux laissés pour compte, ceux qui s'opposaient aux élites symbolisées par Thomas Wayne. Et le film avait eu cette force de soulever des questions difficiles sur l'injustice sociale et la fracture entre les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Et bien que Todd Phillips ait précisé que le Joker n'était pas censé être vu comme un héros, il avait pris la parole justement par rapport à ça pour défaire encore une fois tout malentendu, le film était quand même perçu par beaucoup comme une sorte de manifeste pour les opprimés, voire même certaines personnes ont dit que c'était un film qui faisait l'apologie de la violence. Donc voilà, autant dire qu'il était dans une situation assez complexe. Et quand on regarde Joker 2, on a l'impression que le film, c'est une énorme lettre d'excuse à ce malentendu qu'il y avait eu avant. Todd Phillips semble vouloir dire très clairement que Arthur Fleck, c'est un fou dangereux, bien qu'on était censé l'avoir compris dans Joker 1, et que c'est interdit de le considérer comme un symbole pour les masses. Et pour bien appuyer cela, il ramène certains personnages qui étaient présents dans le premier volet. Donc là, c'est pas un spoil parce qu'ils sont dans la liste des acteurs présents dans le film, mais on retrouve notamment Mr. Puddles, interprété par Leigh Gill, ou Sophie Dumont, interprétée par Zazie Beetz, qui reviennent tous les deux pour descendre le Joker, ou du moins faire prendre conscience à Arthur Fleck qu'il est allé beaucoup trop loin. En fait, c'est presque comme si le film voulait absolument clarifier que la communauté qui suit le Joker, elle est composée exclusivement de fanatiques dérangés, et c'est même vu par les fanatiques qui sont présents dans le film, auxquels on peut pas du tout s'identifier pour le coup, parce que c'est juste des fous malades qui mettent l'accent sur la violence totale. Alors attention, bien sûr, il y a certaines scènes qui sont très intéressantes à regarder si on les prend de manière individuelle, mais quand on regarde le film dans son ensemble, le montage en lui-même paraît ultra forcé. On sent que le message social, il est étouffé pour éviter toute interprétation polémique, pour éviter de justement recréer le bad buzz, si on peut dire, du Joker 1. Et c'est, je trouve, ce qui joue contre le film Joker 2 et peut même potentiellement faire perdre de la superbe de Joker 1. Donc c'est vraiment pas une bonne chose d'avoir fait ça. Après, il y a quand même quelques scènes qui évoquent la partie critique sociale, notamment, sans trop vous spoiler, dans le milieu carcéral avec des scènes de violence et d'abus. J'en dirai pas plus. Mais le problème, c'est qu'elles semblent davantage là pour cocher les cases plutôt que pour vraiment s'engager sur le terrain et dire « Ouh là là, c'est très chaud ce qui se passe ». Et là, en plus, grosse question par rapport au film. Fallait-il vraiment un film entier sur le procès du Joker? En toute honnêteté, moi personnellement, l'idée de faire un film qui se concentre exclusivement sur le procès, ça me semblait de base très ennuyeux, ou du moins ça aurait pu être intéressant avec un angle un petit peu différent, du moins de celui qui a été présenté, même si ça reste quand même assez original de présenter un jugement ponctué de musique par-ci par-là. Mais ce que je me dis, c'est qu'on aurait pu expédier cette partie du récit plus rapidement pour se concentrer sur des aspects qui intéressent tout le monde concernant le Joker, c'est-à-dire les aspects les plus intéressants de la criminalité de ce dernier, ou sur des intrigues qui auraient ajouté davantage de tension au film, et qui serait revenu encore une fois sur la partie critique sociale. Mais après, pour le coup, ça allait totalement à l'encontre de ce que Todd Phillips et ses équipes voulaient. Là-dessus, on peut pas forcément le contredire. Ils avaient une vision différente et les moyens qu'ils ont utilisés comme l'ajout de scène musicale en sont un grand exemple. Alors d'ailleurs, parlons-en justement de cette fameuse comédie musicale. Moi personnellement, j'adore les comédies musicales. Je ne fais pas partie de cette catégorie qui était en mode oula, Joker 2, il rajoute de la musique, ça va être
pas fou. Mais ici, l'utilisation de cet élément, il était vraiment étrange, pour pas dire mal placé. Il y a des moments où il y a des numéros musicaux qui sont insérés, on se dit mais qu'est-ce que ça fout là ? Pourquoi c'est ici, à ce moment précis? Et si je vous donne un exemple, il y a un moment où il y a une scène qui se déroule au cours du procès, donc dans le tribunal, tout semble normal et tout d'un coup, il y a un cut et on bascule dans une séquence où Lady Gaga et Joaquin Phoenix en Joker se mettent à chanter et à danser. Puis hop, on retourne à la scène du procès comme si de rien n'était et c'était vraiment amené d'une manière trop bizarre. Et ça arrivé plusieurs fois au cours du film et je me suis dit mais pourquoi vous faites ça en fait? Et je me suis justement posé la question de pourquoi ils avaient fait ça. On a plus l'impression qu'ils ont mis ces scènes de comédie musicale pour s'en servir comme prétexte afin de voir encore plus Joaquin Phoenix en tant que Joker, parce que vu qu'il est dans une phase de tribunal, de jugement où il est incarcéré, c'est d'autant plus compliqué du coup de le ramener en tant que Joker parce qu'il n'aurait pas dû avoir l'autorisation d'être grimé comme ça. Mais paradoxalement, il y a certaines séquences musicales qui fonctionnent très bien pour le coup. Lors de certaines scènes, il y a Lee Quinzel et le Joker qui chantent ensemble et on se retrouve même avec du coup des personnages qui sont autour qui semblent ne pas comprendre du tout ce qui se passe. Mais donc ça ajoute 2 points intéressants. Le premier, c'est que ça fait extrêmement étrange. Et de l'autre, vu qu'on voit la réaction des personnages en mode waouh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, on se rend bien compte que Lee Quinzel et le Joker, ils sont fous. Mais après, globalement, l'utilisation répétée de ces scènes-là font qu'à la fin, on se dit comédie musicale, ou du moins le film en lui-même, c'est très agaçant en termes de rythme. Et on en a marre. Cela étant dit, la bande originale dans son ensemble, elle est plutôt réussie. Hildur Guðnadóttir revient pour signer la musique du film. Elle avait notamment remporté l'Oscar pour le premier Joker. Là, on voit qu'elle reprend les mêmes thèmes à peu près que dans le premier opus. C'est pas révolutionnaire, ça fonctionne, mais c'est pas non plus en mode, encore une fois, l'effet waouh. Sur le plan visuel, Joker 2, il s'en sort plutôt bien. La photographie, elle est soignée avec des plans par moments magnifiques. Je pense notamment à la scène de danse entre Harley Quinn et le Joker sur le toit de ce qui est présenté comme l'hôtel Arkham. Donc vous comprenez bien que ça se passe dans sa tête, où l'on a l'impression de voir une véritable pièce de théâtre. Il y a d'autres scènes comme celle du talk show façon Murray Franklin avec les noms d'Harley Quinn et du Joker qui sont présentes et elles sont aussi pour le coup assez impressionnantes, j'ai trouvé. Mais encore une fois, je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu l'effet waouh à nouveau comme je l'avais pu l'avoir pour Joker. Par contre, en ce qui concerne les costumes, pour le coup, c'est du sérieux. On voit le Joker avec plusieurs tenues bien différentes, toutes très travaillées, on va pas se mentir, qui montrent que le niveau de détail, il est quand même là. Ça nous donne plusieurs panels du Joker qu'on n'avait pas pu voir, plusieurs identités visuelles qui sont bien cool. Et pour les décors au global, on retrouve l'oppression qu'on pouvait avoir dans Gotham. Elle est peut-être même beaucoup plus présente quand on est dans l'asile ou dans le tribunal où on a cette impression d'être enfermé, d'être un peu cloisonné. Et ça, ça a quand même rajouté une certaine dimension intéressante. Enfin, parlons de la prestation des acteurs. Si Joaquin Phoenix, c'était l'âme du premier film, c'est encore lui, bien sûr, dans le Joker 2. À chaque fois qu'il enfile le costume de Joker, il est tout simplement parfait. Arthur Fleck, il nous touche toujours, même si son interprétation est un peu moins percutante que dans le premier film, en partie à cause de la direction du scénario. Il est moins Joker, plus Arthur déguisé, mais cela n'enlève rien à la qualité de son jeu d'acteur, qu'on applaudira encore une fois, mais je pense pas qu'il aura un prix pour ça. Et puis il y a aussi une scène au tribunal entre Joker et Gary, son ancien collègue, qui est d'une sacrée intensité. Le personnage de Gary, il montre à quel point il est traumatisé par les actes d'Arthur Fleck, ou du moins les actes auxquels il a été témoin. Et on y pense encore une fois au moment où justement le Joker, il avait tué un de ses collègues en lui plantant un ciseau dans le cou et un dans l'œil, et qu'il avait fracassé son crâne contre un mur. Et le pauvre Gary, il est énormément impacté, on le remarque très bien. C'est l'un des moments pour moi les plus forts du film, qui font que justement Arthur Fleck brille totalement. Une très bonne prestation de Leigh Gill qui interprète Gary. Autre acteur qui sort également du lot, Brendan Gleeson, qui joue ici un gardien de l'asile d'Arkham. Et je trouve qu'il a été très fort pour jouer une sorte de gars sympathique, mais en même temps qui est un sacré enfoiré. Il y a un moment où il parle de contrôle et il y a son côté mauvais qui ressort, mais vraiment très mauvais. Et pour le coup, c'est ultra convaincant. Très bonne prestation de cet acteur qu'on ne présente plus. En revanche, pour ce qui concerne Lady Gaga en Lee Quinzel, pour moi ça fonctionne moyennement, voire pas du tout. Ses talents pour la musique, ils sont indéniables. Voilà, les moments où elle chante, on est content, ça fait le taf. Mais côté interprétation même de Harley Quinn, pour moi ça passe totalement à côté. Le personnage il est oubliable, on sortira du film, dans 2-3 semaines, on aura tous oublié qu'elle était dedans. Et je trouve qu'il manque ce côté vraiment folie de la Harley Quinn qu'on connaît, du moins même de l'interprétation qu'on avait pu avoir avec Margot Robbie dans les films The Suicide Squad ou Birds of Prey.
où on se rendait vraiment compte du côté fou du personnage. Et Margot Robbie, elle avait vraiment apporté quelque chose de plus au perso. Et là, pour cette Lee Quinzel, pour le coup, elle reste en retrait et c'est quand même vachement décevant. Et puis bon, je pense qu'il y a quand même des fans de Batman et des comics qui sont là. Et si vous êtes fan de l'univers, je tiens à vous le dire. Si vous vous attendez à des clins d'œil massifs aux comics ou même à, je sais pas, The Batman ou à d'autres Batman qui ont eu des adaptations au ciné, vous allez être déçu. Parce que Joker 2, il s'éloigne totalement de ce qu'on pourrait attendre d'un film connecté à l'univers de Batman. C'est même devenu une critique récurrente qu'on avait déjà pu revoir sur les réseaux, en mode Arthur Fleck, ce n'est pas le vrai Joker, c'est juste un mec déguisé en clown. Et ce sentiment, il sera encore plus accentué dans cette suite. Si vous pensiez voir d'ailleurs une évolution du Bruce Wayne qu'on avait eu dans Joker 1, ou même un développement de sa relation avec le Joker et Bruce, passez votre chemin encore une fois parce que ce n'est pas là. En fait, attention, spoiler encore une fois, mais Bruce Wayne n'est même pas mentionné dans le film, pour vous dire. Et il n'y a aucune scène où Bruce et Arthur échangent, même par rapport au fait que les parents de Bruce ont été tués indirectement à cause d'Arthur. Et ça, c'est pas là. Dans Joker 1, on retrouvait des liens avec les Wayne. Et dans Joker 2, on a l'impression qu'ils ont pris quasiment tout ce qui concernait les Wayne et qu'ils les ont mis à la poubelle. Par contre, j'avoue, je suis un peu mauvaise langue, il y a quand même un ajout dans l'univers de Batman qui fera peut-être plaisir. C'est l'introduction de leur Harvey Dent, qui est ici interprété par Harry Laughty. Harvey Dent qui est amené à devenir, vous le savez, double face. Et ici, il affronte le Joker, mais d'une autre manière, du coup, sur le terrain légal, en tant que procureur. Mais même là, son personnage, il n'a pas du tout l'impact qu'on pourrait espérer d'un Harvey Dent. C'est un personnage assez fade dans le film, presque interchangeable avec un autre nom. En fait, ils avaient pris quelqu'un d'autre pour dire voilà, c'est l'avocat qui est contre le Joker, ce serait passé pareil. Bref, si vous attendiez une connexion plus forte avec l'univers de Batman, vous risquez d'être laissé sur votre faim. À part quelques moments anecdotiques, Joker 2 semble vouloir s'éloigner à tout prix de l'univers des super-héros. Le film se veut plus réaliste, plus psychologique, mais il se coupe aussi d'un pan important du personnage du Joker. Mais néanmoins, un petit twist à la fin du film pourrait bien venir titiller les fans de Batman, mais on en reparlera plus en détail dans la section spoiler, ou plutôt fin expliquée. Donc petit récapitulatif par rapport à cette critique. En résumé, que dire de Joker 2 ? Il faut être honnête, le film fait beaucoup, mais beaucoup moins bien que le Joker 1. Il abandonne certains thèmes qui faisaient la force du premier film pour explorer des nouveautés qui ne fonctionnent pas toujours. Ça reste quand même un projet intéressant en tant que tel, surtout dans la façon méta dont il s'ancre dans notre monde actuel et dans la manière dont le public a réagi à cette suite. Mais si vous vous attendiez à un film aussi percutant et marquant que le premier, vous l'avez compris, vous risquez également d'être déçu. Est-ce que Joker 2 est un film incroyable ? Non. Est-ce que le pari de faire une comédie musicale dans cet univers est réussi ? Pas vraiment. On sort du film en se demandant si c'était nécessaire de l'étirer autant, surtout avec des thèmes déjà explorés. Mais bon, désormais attaquons-nous à la partie fin expliquée. Mais avant de passer à l'explication de la fin de Joker 2, je tiens encore une fois à remercier notre sponsor pour cette vidéo, Onae et ses magnifiques savons. Vous retrouvez la brique, le gentilhomme, ainsi que le Tiger. C'est des savons qui sont fabriqués artisanalement à Marseille avec des ingrédients 100% made in France, donc je peux vous dire que c'est de la qualité. Et moi, je m'en sers depuis des années. Donc forcément, je ne vous propose pas ces produits sans les avoir essayés. Et je peux vous dire que c'est vraiment du béton armé. Je me fais à chaque fois mal quand je fais ça. C'est terrible. C'est la brique. Voilà, donc vous avez tout disponible dans la description avec un code moins 10%. Ludoverse que je vous affiche là, donc n'hésitez pas à en profiter. On est reparti pour la fin expliquée. Maintenant, intéressons-nous à cette fin qui va certainement en surprendre plus d'un. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous savez, donc encore une fois, attention spoiler, que le Joker 2, il a une conclusion particulièrement marquante. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Tout au long du film, le procès d'Arthur Fleck est central. L'objectif de ce procès, c'est de déterminer si Arthur il souffre de dédoublement de la personnalité ou non. Et en fonction du résultat, ça pourrait potentiellement soit l'innocenter des meurtres qu'il a commis ou le condamner pour toujours. Et ce qui est intéressant pour le coup, c'est qu'au fil du film, Arthur il décide de renvoyer son avocate parce qu'il la considère comme incompétente et il décide de se défendre lui-même. N'importe quoi, mais en tout cas il était vêtu de son costume de Joker. Bien sûr, ça passe et ça met encore une fois l'emphase sur le côté folie du boug. Et c'est après plusieurs passes avec ses adversaires juridiques ou judiciaires, vous les appelez comme vous voulez, qu'il fera une révélation surprenante. Il avoue qu'il n'a pas de dédoublement de personnalité et qu'Arthur Fleck et le Joker, c'est la même personne. Donc c'est lui, Arthur, qui a commis les 6 meurtres et non pas les 5 comme la justice le pensait. Le sixième meurtre étant celui de sa propre mère, un crime qui n'avait jamais été lié à Arthur jusque-là dans l'histoire du film. Et donc cette révélation, elle fait bien sûr basculer le procès avec un Arthur Fleck qui est condamné, et pas à n'importe quoi, à la peine de mort.
Ce moment représente un tournant pour le film et pour le personnage, vu que c'est l'aveu ultime de la part des scénaristes que Arthur Fleck, c'est un malade mental, qu'il a pleinement conscience de ses actes, etc. Et en même temps, cet aveu semble être une tentative de se défaire de toute ambiguïté laissée par le premier film. Arthur n'est pas une victime de la société, c'est un criminel qui a choisi de tuer, et puis, un point, c'est tout. Par la suite, il y a un fanatique du Joker qui fait exploser une voiture piégée à proximité du tribunal, provoquant du coup le chaos. Arthur, légèrement sonné par l'explosion, est libéré par un groupe de ses fidèles, ou du moins il est rejoint de manière indirecte sans savoir vraiment ce qu'il se passe. Dans une scène rappelant les événements de Joker 1, Arthur il s'enfuit et se rend au célèbre escalier où il avait lâché sa chorégraphie légendaire. Vous voyez très bien de laquelle je parle. Il y retrouve son love interest Lee Quinzel et ensemble ils semblent prêts à partir pour de nouvelles aventures, s'enfuir, etc. Mais c'est là que les choses dérapent. Lee confronte Arthur et lui reproche de ne pas être le véritable Joker. Selon elle, il a renié un monde imaginaire dans lequel ils auraient pu se retrouver tous les deux. Et dans un ultime acte de trahison, après avoir lâché son petit freestyle en solo, eh bien Lee, elle décide de l'abandonner sur place. Arthur, lui, il est décontenancé, désorienté et finalement, il est arrêté par la police qu'il retrouve à l'endroit des escaliers, quoi. Le film d'ailleurs nous avait fait également une révélation concernant Harley Quinn. Elle avait dit plus tôt dans le film qu'elle était enceinte d'Arthur Fleck, mais tout semble indiquer, et notamment à la fin du film au moment où elle lâche Arthur, que c'était un énième mensonge, car au final rien ne vient confirmer cette information, donc on peut se dire que c'était encore une fois du flan. Vu comment elle a mytho tout au long du film, ce ne serait pas déconnant du tout. Arthur est donc de retour à Arkham, il semble avoir retrouvé son ancienne place, il est là, tranquille, pépère, il attend ses derniers moments finalement, mais c'est là qu'un autre prisonnier qu'on avait déjà vu aussi au cours du film, qui arrive avec un sourire sinistre sur son visage, il s'approche de lui, lui raconte une blague qu'il termine en disant « Tu obtiens ce que tu mérites », je vous dis pas l'insulte qui suivait, et il décide sans prévenir de le planter encore et encore et encore et encore. Arthur s'effondre, agonisant, et meurt sur le sol de l'asile, tandis qu'en arrière-plan, on voit ce fameux détenu prendre le couteau ou la lame qu'il avait et s'automutiler en se faisant un sourire indélébile sur son visage, un peu à l'image d'un autre Joker, et ce qui nous laisse penser donc que ce personnage devient le véritable Joker à la fin. Cette scène finale semble donc confirmer que Arthur Fleck n'était pas le Joker que l'on connaît dans l'univers de Batman et qu'il n'était qu'une source d'inspiration pour celui qui deviendra plus tard le clown prince du crime. Et comme ça, ça se lie aussi au fait que le Bruce Wayne qu'on avait vu dans Joker 1, il était vachement jeune pour devenir le Batman de ce Joker-là. Et cela laisse donc la porte ouverte à plusieurs interprétations, dont une qui, je pense, reviendra beaucoup sur les réseaux, une question que vous devez vous poser, la question donc d'une potentielle connexion avec des films comme The Batman ou The Dark Knight, qui nécessiterait que je fasse une vidéo entière pour traiter le sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je travaillerai potentiellement dessus en fonction. Et d'ailleurs, petite info que je n'ai pas dit avant, il n'y a pas de scène post-générique. Donc vous pouvez partir à la toute fin du film. Et puis bon, pour conclure cette vidéo comme il se doit, est-ce qu'il va y avoir un Joker 3 ? La grosse question après ce film, eh bien c'est pas si évident parce que rien n'est confirmé pour l'instant et il y a plusieurs points à considérer pour avoir une bonne réponse à cette question. D'abord, on a Todd Phillips qui a été assez clair sur le fait qu'il ne se voit pas du tout continuer dans l'univers du Joker. Lors d'une interview avec le média The Hollywood Reporter, il a dit exactement ceci à propos d'un potentiel spin-off ou d'une suite centrée sur la Harley Quinn de Lady Gaga. Attention, je cite, « Ce n'est pas vraiment là où ce film se dirige pour moi. J'ai l'impression que mon temps dans l'univers DC se résume à ces deux films. » Autrement dit, pour Phillips, l'histoire d'Arthur Fleck et de ses liens avec lui se termine avec Joker 2. Mais bon, ils l'ont déjà prouvé, on l'a déjà vu dans le monde du cinéma, on sait que tout peut changer, surtout si le box-office, il est au rendez-vous. Joker 1, avec un budget de 60 millions de dollars, avait explosé les compteurs. Je le redis encore une fois, 1 milliard de dollars, on s'en rappelle. Mais cependant ici, Joker 2 il fait face à des enjeux beaucoup plus grands. Vu que son budget là ici il est de 200 millions de dollars, il faut voir comment le public va réagir, le grand public donc à ce film qui est assez différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. En tout cas, une chose est sûre, ça va être très difficile de réitérer l'exploit de Joker 1. Ensuite, on va pas mettre sous le tapis le fait qu'Arthur Fleck, ou du moins le personnage de Joaquin Phoenix, encore une fois, attention spoiler, je ne sais pas si vous regardez la vidéo dans l'ordre ou quoi, mais bon, Arthur Fleck, il meurt à la fin de Joker 2. Cela rend son retour éventuel dans un Joker 3 quasiment caduque. Bien sûr, dans le monde des super-héros, les morts ne sont jamais définitives, mais tout porte à croire que Joaquin Phoenix, lui, il en a fini avec le personnage. Et vu sa tendance à éviter les franchises sur le long terme, il est peu probable qu'il fasse son retour.
Néanmoins, ça on l'oublie vite, il existe déjà un autre Joker dans l'univers de Batman, ou plutôt de The Batman, incarné par Barry Keoghan, et qu'on avait vu donc à la fin du long métrage de Batman. Après bon, il reste toujours The Batman 2 pour nous livrer son lot dans l'univers du Chevalier Noir, et je peux vous dire que l'histoire risque d'être saisissante. Peut-être autant que la mort officielle de Spider-Man, mais là j'en parle dans les 2 vidéos qui sont juste ici, donc n'hésite pas à cliquer, abonne-toi, partage, like, ça aidera beaucoup la chaîne, et je te dis à la prochaine, salut.